sentiment d'impunité, qu'il y a certains interdits majeurs, et dans ces interdits majeurs se place la question du harcèlement moral institutionnalisé. Une entreprise a le droit de se réorganiser. Aujourd'hui, nous, organisations syndicales et avocats d'organisations syndicales, on peut être en désaccord sur ces réorganisations, on peut les combattre d'un point de vue syndical, on peut parfois les accompagner quand malheureusement il n'y a pas d'autre solution. Par contre, on ne peut pas tout faire, et ça ne peut pas être fait au détriment de la dignité humaine, de la santé, de la sécurité des salariés, et faire abstraction que l'élément central et la personne, ce qui crée de la valeur dans l'entreprise, ce sont les salariés qui la composent. Et que dans ce cadre-là, cette décision elle est très importante dans ce qu'elle va rappeler à un certain nombre de dirigeants d'entreprise que cette dimension de la dignité humaine, de la santé et de la sécurité du salarié, ça doit être la première question qu'ils sont amenés à se poser avant d'envisager une quelconque réorganisation ou restructuration. Et là, dans ce dossier, un élément qui a notamment été pris en compte par la Cour d'appel, c'est pas la question forcément de dire 22 000 départs, c'est que la Cour d'appel a considéré, vous avez le droit de réorganiser, c'est votre pouvoir de direction. Toutefois, quand vous avez pu constater que vous n'alliez pas arriver, il fallait arrêter. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas arrêté et ils ont continué en pire. Et c'est effectivement cet élément important. Et effectivement, là, il y a un signal fort qui est donné aux entreprises, aux dirigeants, et que ce soit une entreprise de cette taille-là qui soit condamnée, et surtout ses dirigeants, c'est quelque chose de très important dans ce qui peut arriver, et ça repose effectivement, comme les confrères l'ont rappelé, et les syndicalistes ont parlé préalablement, la question du sens du travail, de la valeur du travail, et de sa prise en compte dans le cadre de l'entreprise et de son organisation. Je terminerai juste sur un dernier point. Je me suis satisfait sur les 3 premiers points. Il y a quand même une déception, il y a quand même une incompréhension qui existe naturellement chez les victimes. C'est la question des peines. C'est la question des peines parce que on a pu constater, et vous l'avez entendu, la Cour d'appel a diminué, a d'une part relaxé de prévenus. Les confrères vous ont donné leurs sentiments que je partage sur le sujet, mais surtout la Cour d'appel a, même si elle reconnaît la culpabilité, a diminué les peines. C'est-à-dire qu'on avait des dirigeants qui, pour certains d'entre eux, étaient condamnés avec de la prison ferme. Aujourd'hui, on est uniquement avec de la prison avec sursis. 1 an de prison avec sursis pour M. Lombard, 1 an de prison avec sursis pour M. Vénès, 6 mois pour Mme Dumont et 3 mois pour Mme Boulanger, avec sursis. Alors, qu'on soit très clair, s'il y avait une condamnation à prison ferme, vraisemblablement, il n'aurait pas été déféré, il n'aurait pas été en prison, parce qu'il y a des aménagements de peine. Mais là, effectivement, quand on a pu entendre le procureur de la République parler de harcèlement moral industriel, quand on parle de harcèlement moral managérial, institutionnalisé au plus haut niveau d'une entreprise, c'est vrai qu'à un moment, on se pose un peu la question de quel est le sens de la peine quand c'est une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis. Ça, effectivement, ça questionne. Je pense qu'on a tous un avis sur le sujet, en sachant que ça rejoint la question de la peine maximale en matière de harcèlement moral. Je vous rappelle qu'à l'époque des faits, c'était 1 an d'emprisonnement ferme, la peine maximum. Aujourd'hui, on est à 2 ans d'emprisonnement ferme. Il y a un certain nombre de pétitions qui ont été amenées à émerger à l'occasion du procès, qui ont été un petit peu décriées par les avocats des prévenus. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion à avoir, que non pas de créer une nouvelle infraction du délit de harcèlement moral institutionnalisé, puisque le texte le prévoit, mais ça pose la question de porter peut-être une réflexion au niveau législatif sur la question qu'il y ait des aggravations de peine ou des peines plus lourdes au regard de ces circonstances, et que le caractère institutionnalisé, managérial, soit une circonstance aggravante qui puisse permettre d'envisager des peines plus lourdes pour que cet interdit majeur qui est le harcèlement moral institutionnalisé
ne trouve plus sa place au sein des entreprises. J'en ai terminé, merci. Parce que je sais que c'est syndical pour ça. J'aimerais juste dire une chose. Oui. Bonjour, en quelques mots, pour ne pas être trop long, Dominique Riera, avocat de Force ouvrière communication. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes confrères, mais 2-3 éléments qui me semblent importants dans le sens de ce jugement. Le premier, c'est qu'il y aura un avant et un après ce jugement France Télécom. Pourquoi? Parce que certes, la Cour de cassation avait déjà créé le creuset de ce qui est la remise en cause des pratiques managériales qui sont fondées, comme en l'espèce, sur un harcèlement moral institutionnel. Mais une des forces principales de ce procès, au-delà qu'il a indemnisé ceux qui ont souffert au quotidien dans leur chair, c'est que ce procès a donné de la chair, de la couleur, de l'humanité à une réalité qu'on connaît dans les entreprises depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'il y aura un avant et un après procès France Télécom. Parce que maintenant, il y a des hommes et des femmes, il y a des entreprises, il y a des services, il y a des organisations du travail qu'on peut identifier à travers ce qui s'est passé chez France Télécom. Et je crois que cette identification, elle est beaucoup plus forte qu'un arrêt de la Cour de cassation, ceux qui existent jusqu'à présent, ou ceux qui existeront peut-être demain dans des procès de cette nature, parce qu'elle a mis au cœur du procès des hommes et des femmes, des histoires, des souffrances, et ces souffrances, elles ont un nom, elles ont un visage, elles ont une fonction aussi. Alors bien sûr, la sanction, mes confrères l'ont rappelé, elle est probablement en deçà de la souffrance et de la peine qu'elle méritait. Mais en tout cas, elle est là, et elle va servir de point d'appui pour la réparation morale de ceux qui ont souffert, soit individuellement, soit nous les syndicats que nous représentions au nom de l'intérêt collectif de la profession. Elles vont servir de point d'appui pour ce qui passe encore chez Orange, sur ce qui se passera demain et ce qui se passe encore dans les entreprises. Et le deuxième élément que je veux mettre en avant, mais nous aussi sont revenus là-dessus, c'est la question du sort qui a été fait à l'indemnisation du travail fait par les avocats. Alors, au-delà de l'aspect pécuniaire, qui ne regarde que l'histoire de nos cabinets respectifs, je trouve que le tribunal ici a envoyé un symbole qui est aussi très fort. Le symbole très fort qu'il envoie, c'est de dire oui, vous les organisations syndicales, au nom de l'intérêt collectif de la profession, le législateur vous a reconnu la possibilité de porter partie civile à des actions. Très bien. La Cour d'appel ne pouvait pas le remettre en cause, c'est un minimum. Mais par contre, si demain vous allez sur des procès de cette nature, sur des actions de cette nature, c'est vous, organisation syndicale, qui allez devoir payer. Et c'est d'autant plus scandaleux, pas uniquement sur France Télécom, mais pour les affaires qu'il y aura demain. C'est que les employeurs, eux, savent, par ce procès, que eux pourront être indemnisés par les assurances de leur entreprise. Ils sont prélevés sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, tandis que les organisations syndicales et leurs représentants, eux, seront payés sur les cotisations. Et ça, c'est un enseignement fort de ce qu'on appelle. C'est pas un enseignement qui est donné par France Télécom, en l'espèce. C'est un enseignement qui est donné par la Cour d'appel. Cette affaire, elle est sanctionnable pénalement. Il y a une responsabilité individuelle, pénale, de ceux qui l'ont mis en œuvre. Mais vous, organisation syndicale, si vous voulez défendre et représenter l'intérêt collectif de la profession, c'est à vos frais. Et si je suis un employeur, non seulement moi, condamné, prévenu, en tant que représentant d'entreprise, au niveau sommital ou au niveau infra, je serai peut-être condamné, mais c'est l'entreprise qui paiera, c'est la collectivité qui paiera. Vous, ça sera vos cotisations qui vont payer. Et ça, c'est pas acceptable, c'est un autre combat qu'il faut mener. Dernier point, parce qu'il faut quand même parler du train qui arrive à l'heure dans cette affaire. N'oublions pas que la défense des prévenus a toujours été la même du début à la fin, toutes ces années. Ça a été, nous ne savions pas. Là où nous étions, nous ne pouvions pas être en responsabilité, car nous ne savions pas, et nous n'avions pas de lien direct entre nous et les victimes. Eh bien, ce procès, il permet à des gens qui aujourd'hui souffrent dans leur entreprise, à ceux qui ont souffert hier dans France Télécom,
de dire que c'est pas forcément le N+1, le collègue ou le N+2 qui est responsable, mais ce sont les dirigeants qui sommairement mettent en place des organisations du travail qui sont génératrices de souffrance. Et ça, c'est le point d'appui principal sur lequel il me semble qu'il faut se positionner pour la suite. Enfin, quelques mots aussi à Force Ouvrière qui est représenté. Oui, bonjour, Sylvie Précine, déléguée syndicale centrale pour Force Ouvrière. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce verdict, effectivement, comme l'a dit Maître Riera, il doit servir à briser l'omerta qui règne dans les grandes entreprises, les petites entreprises, et s'il sert à libérer la parole, à libérer aussi la résistance des salariés qui souffrent, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'axe, on va dire, positif aussi pour ce verdict en appel. Je pense aussi qu'on pourra, je parle au nom de toutes les organisations syndicales dans l'entreprise actuelle, s'engager à ce que, suite à ce verdict, Orange ne dise pas tourner la page. Et nous sommes là pour lui dire qu'elle a un devoir de mémoire envers les victimes, envers leurs familles, mais aussi envers les salariés qui sont aujourd'hui dans l'entreprise et qui ont vécu les événements, qui ont d'ailleurs témoigné dans le cadre de la procédure interne d'indemnisation des victimes également. C'était très bouleversant. Et également les retraités de cette entreprise. Donc elle a à la fois un devoir de mémoire, mais aussi une responsabilité d'autant plus grande demain envers tous les salariés de cette entreprise, et nous y veillerons bien entendu. Merci. Maëlys Vigy, je représente l'association ASD Pro qui était partie civile au procès. Comme ce qui a été dit, en fait, on se félicite de la reconnaissance de la notion de harcèlement moral institutionnel qui ouvre des pistes qui visiblement sont déjà un petit peu explorées judiciairement. Et puis évidemment nous déplorons la minoration des peines ainsi que des indemnisations, et puis le message pour le moins ambigu donc adressé aux organisations syndicales qui à la fois dit que c'est bien d'agir, mais c'est à vous de financer ces actions par l'intermédiaire de la faible indemnisation de leurs conseils. ASD Pro voulait aujourd'hui rappeler en fait que parmi les victimes de ce harcèlement moral institutionnel, la plupart ne sont toujours pas reconnues par le droit de la sécurité sociale et de la fonction publique, et par conséquent n'ont pas droit aux rentes, ni ces victimes ni leurs ayants droit qu'elles devraient avoir à ce titre. Cette reconnaissance, on tient à le souligner, aurait coûté probablement beaucoup plus cher à Orange que les indemnisations qu'elle verse aujourd'hui. Et donc sur ce plan, donc de la reconnaissance par le droit de la sécurité sociale et de la fonction publique, il nous semble qu'il reste pas mal de combats à mener, et donc des combats à porter auprès des entreprises, des élus et puis des organismes chargés de la reconnaissance en accident du travail ou maladie professionnelle. À titre d'exemple, donc la présomption d'imputabilité qui date de 89 dans le régime général et puis de 2014 dans la fonction publique nécessite encore que l'accident, donc le suicide par exemple, la tentative de suicide, ait lieu sur le lieu de travail et au temps du travail. Alors que cette double condition est remise en cause par Santé publique France qui préconise donc que pour les suicides, le suicide doit avoir lieu donc, sur le lieu de travail pendant et en dehors des horaires du travail. Il faut également regarder si une lettre a été laissée par la victime mettant en cause ses conditions de travail, que le décès en tenue de travail alors que la victime ne travaillait pas, que le témoignage d'un proche ou d'un témoin mettant en cause les conditions de travail de la victime, ou alors que des difficultés connues liées au travail, qui ont été recueillies soit par des proches, soit par les enquêteurs, indiquant par exemple un contexte de perte d'emploi, de conflits avec les collègues ou la hiérarchie, d'épuisement professionnel ou de difficultés connues dans l'entreprise, devraient donc faire penser à un suicide ou une tentative de suicide d'origine professionnelle. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les accidents du travail, un obstacle complémentaire s'ajoute donc à la reconnaissance, c'est celui de la notion d'événement qui déclencherait le geste.
À nouveau, la Cour de cassation, dans un premier arrêt, a élargi un peu cette notion d'événement qui devrait brutalement pousser au geste fatal, en indiquant en 2003 qu'il pouvait donc y avoir une série d'événements et non plus un seul événement, et puis plus tard en 2015 que l'accident du travail pouvait provenir d'une usure progressive au travail découlant d'un rythme épuisant, de responsabilités lourdes et de reproches dans le travail, qui donc pouvait perturber fortement la victime et provoquer un choc psychologique. Donc finalement la posture de la sécurité sociale et des administrations publiques vient contredire ces arrêts, et donc est beaucoup plus contraint finalement les victimes à entrer dans des combats avec l'assurance maladie ou leurs équivalents dans la fonction publique, à des combats administratifs qui viennent s'ajouter au combat, à la souffrance vécue au travail. C'est donc dans ce domaine-là que ASD Pro œuvre en particulier et a donc fait ce petit documentaire dans lequel nous racontons ce fameux combat que les victimes mènent pour faire reconnaître leur accident du travail ou maladie professionnelle. Nous ajoutons donc, pour finir, en ce qui concerne du coup les maladies professionnelles, puisque j'ai parlé que des accidents du travail, pour les maladies professionnelles, que les pathologies psychiques ne sont toujours pas inscrites au tableau des indemnisations, et que l'indemnisation est par ailleurs toujours forfaitaire et donc ne couvre pas l'intégralité des préjudices. Et donc pour finir, évidemment on revient sur l'idée qu'on se félicite de la condamnation des dirigeants de France Télécom et de l'entreprise Orange, mais que nous on aimerait bien aussi porter l'attention sur la bataille qui doit se jouer du côté de la réparation dans une autre arène qui est celle de l'assurance maladie, notamment parce que les montants qui sont en jeu sont très importants et qui sont tellement importants qu'ils pourraient jouer un rôle d'incitation pour les employeurs, donc inciter à une véritable prévention des risques professionnels. Je me présente, je suis le frère de Robert Perrin qui s'est suicidé, un des nombreux suicidés de France Télécom. J'ai travaillé dans l'entreprise en même temps que lui et j'ai suivi des arguments que même après le décès de mon frère. Je vous dis bonjour à tous. Je vous remercie les syndicats, particulièrement le syndicat Sud, les avocats qui ont fait un boulot formidable, et je vous remercie pour le résultat que vous avez réussi à obtenir. C'est une première, l'accord en France. Par contre, le message qui a été délivré aujourd'hui par la justice est déplorable. Le premier procès était équitable, correct, et le jugement était vraiment ce qu'il fallait qu'il y ait comme jugement. Là, excusez-moi, la justice, elle a rompu tout. On n'a plus pas avoir confiance. Parce que là, les gens ont été déboutés, ils ont eu une réduction de leurs indemnités. Les gens qui pensaient, avoir une justice, là, ils sont complètement à terre aujourd'hui. Ils sont à terre. Et ce qu'il faudrait faire dans l'avenir, il faut que les syndicats et tout, pour se mobiliser pour que la justice soit une vraie justice, une justice équitable, qui est ferme également par rapport aux faits produits. Et là, les faits qui sont produits. On avait tout plein de témoignages, tout était là pour qu'ils soient condamnés à la prison ferme. Or, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aucun prévenu dans la prison ferme. En plus, il y en a deux qui sont carrément relaxés. C'est abominable, cette justice. Et c'est pas que France Télécom, c'est également dans l'autre procès, Amiante et compagnie. La justice est à réformer. Il faut tout faire pour réformer cette justice pour qu'elle soit équitable. Parce que là, les gens ne sont plus confiants du tout. Vous avez fait un boulot, c'est sûr, super. Mais l'avenir, justement, monsieur, vous avez indiqué la chose suivante, c'est que en réduisant les peines, en faisant en sorte que vous, les avocats, entre autres, les syndicats, leur mettre la main à la poche alors qu'eux, ils bénéficient des assurances et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui paye les prévenus? Qu'est-ce qui paye eux?
leur poche. Pour vous dire une chose, par rapport à mon cas personnel, il y en a sûrement d'autres aussi, la commission qui a été érigée de l'indemnisation par Orange, c'est de la foutaise. Moi, personnellement, je n'ai jamais été contacté. Mais d'autres personnes également. C'est de la foutaise. Alors dire que les gens ont été indemnisés, ce n'est pas vrai. Pardon ? Faire un peu la politique du temps. Deux choses. Voilà. On a parce qu'ils ont un service à gérer derrière. Et donc, servez-vous au buffet parce qu'ils sont obligés de retirer le buffet. Donc, si vous voulez vous servir. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit avoir terminé à midi parce qu'ils ont un service à faire. Donc, on n'a pas prévu de déjeuner. Désolé pour la politique du temps, mais...